Il est 23h48, tu es enfin dans ton lit, ton téléphone est posé, la pièce est silencieuse. Et juste au moment où tu pourrais t'endormir, la scène revient. Tu revois la pièce, les visages, le silence juste après ta blague. Et cette personne qui a détourné les yeux, comme si elle ne savait plus où regarder. La scène réelle n'a peut-être duré que 5 secondes, mais ton esprit peut lui consacrer 40 minutes. Il la rejoue, il ralentit le silence, il zoome sur chaque expression. Il essaie de deviner ce que les autres pensaient, puis il invente enfin la réponse parfaite que tu aurais dû donner. Le plus frustrant, c'est que tu sais que tout cela ne sert probablement à rien. Tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas interroger chaque personne présente, et tu ne peux pas modifier une conversation terminée depuis des années. Pourtant, quelque chose en toi refuse de lâcher. Alors pourquoi certaines maladresses restent-elles enregistrées en haute définition alors que des journées entières disparaissent presque complètement de ta mémoire ? Beaucoup pensent que cela signifie qu'ils sont trop sensibles, trop anxieux ou incapables de passer à autre chose. Mais la vérité est plus intéressante. Cette mémoire embarrassante peut provenir d'un mécanisme profondément utile. Ton esprit possède une sorte de système de correction sociale, un système conçu pour repérer tes erreurs, apprendre de tes expériences et protéger ta place parmi les autres. À petite dose, cette capacité est précieuse. Elle t'aide à remarquer que tu as interrompu quelqu'un, à comprendre qu'une remarque était déplacée, à mieux communiquer la prochaine fois. Le problème n'est donc pas que ton esprit analyse. Le problème commence lorsque ce système ne reçoit jamais le signal indiquant que son travail est terminé. Il ne cherche alors plus seulement à apprendre de la scène. Il essaie d'effacer toute possibilité que tu aies été jugé. Et cette mission-là est impossible. Pour comprendre pourquoi, il faut se rappeler une chose. Les humains sont profondément sociaux. Pendant une grande partie de notre histoire, appartenir à un groupe contribuait directement à notre sécurité. Être exclu, rejeté ou constamment mal compris pouvait avoir de véritables conséquences. Notre cerveau a donc appris à surveiller attentivement les signaux sociaux. Un silence, un changement de ton, un sourire forcé, une personne qui détourne les yeux. Pour quelqu'un d'autre, ces détails peuvent disparaître immédiatement. Mais lorsqu'une situation touche à ton sentiment d'appartenance ou à l'image que tu donnes, ton esprit peut décider qu'elle mérite d'être conservée. Non pour te punir, mais pour éviter qu'elle se reproduise. Ton cerveau ne te déteste pas. Il essaie peut-être simplement de te protéger. Un peu trop longtemps. Mais pourquoi ce mécanisme se réveille-t-il précisément la nuit ? Pendant la journée, ton attention est occupée par le monde extérieur. Tu réponds à des messages, tu travailles, tu conduis, tu cuisines, tu écoutes des conversations. Tu passes constamment d'une information à une autre. Les pensées anciennes peuvent toujours exister quelque part en arrière-plan, mais elles restent couvertes par le bruit de la journée. Puis tout ralentit, les conversations s'arrêtent, les notifications diminuent. Ton corps devient immobile et l'espace mental jusque-là occupé devient soudain disponible. La nuit ne fabrique donc pas forcément le souvenir, elle retire simplement ce qui le recouvrait. Imagine une petite télévision allumée au fond d'un café très bruyant. Tant que la pièce est pleine, tu distingues à peine ce qu'elle diffuse, mais lorsque tout le monde part, ce même écran semble soudain beaucoup plus fort. C'est ce qui se produit avec certaines pensées, elles n'ont pas nécessairement gagné en importance, elles ont simplement perdu leur concurrente. Pourtant, cela ne répond pas encore à la question principale. Ton esprit contient des milliers de souvenirs. Pourquoi choisit-il précisément cette scène gênante ? Parce qu'il ne classe pas seulement les événements selon leur importance objective, il les classe aussi selon ce qu'ils semblent vouloir dire sur toi. Reprenons cette blague qui n'a fait rire personne. Objectivement, il ne s'est presque rien passé. Tu as parlé, il y a eu quelques secondes de silence, puis quelqu'un a probablement changé de sujet. Mais intérieurement, une autre histoire a commencé. Ils m'ont trouvé ridicule, je suis peut-être maladroit. Ils se souviennent sûrement encore de moi comme ça. En quelques secondes, une petite maladresse devient une enquête sur ton identité. Le souvenir ne concerne plus seulement une phrase ratée, il semble contenir une preuve sur la personne que tu es. Ton esprit veut alors savoir avec certitude si ton image a été abîmée, si les autres te voient différemment, et si tu dois modifier ton comportement pour que cela ne recommence jamais. Mais les situations sociales ne fournissent presque jamais de réponse parfaitement claire. Un silence peut signifier que ta blague était mauvaise, mais il peut aussi signifier que quelqu'un n'a pas entendu, que le groupe était fatigué, qu'une personne était préoccupée, ou simplement que le moment était étrange. Ton cerveau se retrouve alors face à une équation contenant trop de variables et aucune solution vérifiable. C'est ici que la réflexion utile peut se transformer en rumination. Réfléchir, c'est extraire une information que tu peux réellement utiliser. J'ai interrompu cette personne. La prochaine fois, je lui laisserai davantage de place. Tu identitises la leçon, tu ajustes ton comportement, puis tu continues ta vie. Ruminer, c'est rechercher une certitude que personne ne peut te donner. Qu'est-ce qu'il pensait exactement ? Pourquoi cette personne m'a-t-elle regardé comme ça ? Est-ce qu'elle s'en souvient encore ? Qu'aurais-je dû dire pour que tout le monde m'apprécie ? La réflexion cherche un apprentissage, la rumination cherche un verdict.
Et comme ce verdict ne peut pas être vérifié, l'enquête continue. Pourtant, lorsque ton esprit analyse, tu as l'impression qu'il travaille, il compare, il reconstruit, il imagine, il corrige. Cela ressemble à de la résolution de problèmes, mais c'est parfois plutôt comme courir sur un tapis roulant. Beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, aucun déplacement réel. Voici alors ce que ton esprit te promet à 23h48. Analyse encore un peu. Tu vas enfin comprendre, tu vas trouver la réponse parfaite. Et ensuite, tu pourras passer à autre chose. Mais plus tu rejoues la scène, plus tu la rends accessible. Plus tu examines les visages, plus tu les graves dans ta mémoire. Plus tu inventes de meilleures réponses, plus tu renforces l'idée qu'une réponse parfaite était indispensable. Ton analyse envoie alors un message implicite. Cette scène compte encore. Elle contient peut-être toujours un danger. Il faut continuer à la surveiller. Voilà le paradoxe. Tu crois que le souvenir reste actif parce que tu ne l'as pas encore suffisamment résolu. Mais il peut rester actif précisément parce que tu continues à le traiter comme un problème à résoudre. La gêne déclenche l'analyse. L'analyse maintient l'éveil. Et l'éveil laisse davantage de place à l'analyse. Ton système de correction essaie de te protéger d'une future maladresse, mais il finit par te punir pour une scène qui n'existe plus. À ce moment-là, tu peux essayer de te dire « arrête d'y penser ». Mais pour vérifier que tu ne penses plus à quelque chose, ton esprit doit continuer à rechercher cette chose. Imagine un gardien chargé de vérifier toutes les 30 secondes qu'une personne a bien quitté une pièce. À chaque vérification, il doit penser à elle, regarder où elle se trouvait, examiner la pièce, puis recommencer. Tant qu'il surveille son absence, elle reste au centre de son attention. Plus tu rends la disparition du souvenir urgente, plus tu lui donnes de l'importance. La solution n'est donc ni de gagner un combat contre la pensée, ni de trouver enfin une réponse parfaite. Elle consiste à changer la relation que tu entretiens avec ce souvenir. La prochaine fois qu'un vieux moment revient, commence par nommer ce qui se passe. Ne dis pas « je suis encore ridicule ». Dis plutôt « un souvenir gênant vient de revenir ». Dans la première phrase, le souvenir devient une définition de toi. Dans la seconde, il devient un événement mental que tu observes. Tu n'es pas la scène, tu remarques simplement qu'elle est revenue. Ensuite, mets à jour le présent. Dis-toi, c'était inconfortable, mais rien ne se produit maintenant. Ton corps peut ressentir une véritable gêne. Tes joues peuvent chauffer. Ton ventre peut se contracter. Mais une émotion actuelle ne prouve pas qu'un danger actuel existe. Regarde la pièce autour de toi. Sens le contact de l'oreiller. Écoute les sons réellement présents. Le souvenir est ici. La situation, elle, est terminée. Enfin, retire-lui son statut d'urgence. Tu peux écrire une seule phrase. J'y réfléchirai demain, si cela me paraît encore utile. Tu ne nies pas ce qui s'est passé. Tu n'essaies pas de détruire la pensée. Tu décides simplement qu'aucun verdict ne doit être rendu au milieu de la nuit. Le lendemain, tu peux poser une question beaucoup plus simple. Existe-t-il une leçon concrète que je peux appliquer ? Si la réponse est oui, note-la. Peut-être veux-tu apprendre à moins interrompre, à prendre quelques secondes avant de parler, ou à mieux reconnaître lorsqu'une plaisanterie n'est pas adaptée au moment. Une seule action suffit. Mais si aucune leçon nouvelle n'apparaît, alors l'analyse n'a plus de travail réel à accomplir. Il reste pourtant une étape plus difficile. Cesser d'essayer de prouver que tu n'as jamais été gênant. Peut-être que cette blague était réellement mauvaise. Peut-être que le silence était vraiment inconfortable. Peut-être même qu'une personne s'en souvient encore. Mais pourquoi 5 secondes anciennes devraient-elles définir une personnalité entière ? Tout le monde est gênant parfois. Tout le monde prononce une phrase qu'il aurait préféré garder pour lui. Tout le monde interprète mal une situation. Le problème n'est pas d'avoir vécu une maladresse. Le problème est de croire que tu dois l'effacer pour continuer à te respecter. Le souvenir ne perdra pas son pouvoir lorsque tu auras enfin prouvé ton innocence. Il commencera à le perdre lorsque tu n'auras plus besoin de ce verdict. Ces souvenirs ne prouvent donc pas nécessairement que tu es faible ou incapable d'avancer. Ils peuvent montrer que tu accordes de l'importance aux autres, que tu veux bien faire, que tu es capable d'observer ton comportement et que ton esprit essaie sincèrement d'apprendre de ce qui s'est passé. Mais une qualité protectrice devient épuisante lorsqu'elle fonctionne sans limite. La conscience de soi peut t'aider à grandir. La condamnation permanente, elle, ne t'apprend plus rien. Ton défi n'est pas de devenir quelqu'un qui ne ressent plus jamais de gêne. Il est d'apprendre à extraire la leçon, sans conserver la punition, à regarder ton ancienne version avec un peu plus de justice. Cette version de toi ne possédait pas encore toutes les informations que tu as aujourd'hui. Elle ne connaissait pas la suite. Elle improvisait avec ce qu'elle savait à ce moment-là. La nuit ne fabrique pas forcément tes souvenirs gênants. Elle leur laisse davantage d'espace. Et dans cet espace, ton esprit peut tenter de résoudre une ancienne menace sociale comme si elle était encore actuelle. Mais un souvenir peut revenir sans devenir une urgence. Tu peux ressentir la gêne sans reprendre l'enquête. Tu peux reconnaître « oui, c'était gênant », puis ajouter « et c'est terminé ».
Ton cerveau peut ressortir l'archive, cela ne t'oblige pas à rouvrir le procès, parce qu'une maladresse peut faire partie de ton histoire sans devenir la définition de ton identité. Et toi, quel vieux moment ton cerveau choisit-il toujours de ressortir au pire instant ?